Bonjour à tous, voici la une de votre journal de 13h15. L'oxygène médical manque à l'hôpital Soro Sanou de Bobo-Dioulasso. La structure qui n'a pas pu honorer une de ses factures de 2009 subit cette pénurie qui a déjà fait plusieurs morts. Et puis les travaux du barrage de Wopzougou dans la commune rurale de Komsilga devraient s'achever dans 2 mois. Les échanges entre les autorités de la région du centre et l'entrepreneur ont permis de lever les obstacles qui entravaient la fin du chantier. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Le centre hospitalier Soro Sanou de Bobo-Dioulasso doit 130 millions de francs CFA à un de ses fournisseurs de matériel médical. Conséquence, il a cessé de lui fournir l'oxygène nécessaire à la prise en charge de certains patients. Le CHU n'a pas encore fait le point des pertes en vies humaines, mais une chose est sûre, la situation est alarmante. Karim Sissé. Le centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo-Dioulasso traverse depuis un certain temps des moments difficiles. Il est en rupture d'oxygène médical. Une rupture provoquée par une dette antérieure datant de 2009. Depuis, disons, le 6 février, nous constatons des ruptures de ces produits-là, ce qui handicape sérieusement la prise en charge des malades. Nous héritons d'une dette qui date de 2009. La dette totale, je vous donne le montant exact, c'était 266 419 866 francs. Donc en 2012, on a payé 78 622 102. En 2013, on a payé 69 353 770. En 2014, on devait payer 70 millions, mais compte tenu des mesures gouvernementales, avec la régulation des différents budgets, on n'a pas pu payer. Donc ce qui fait qu'on reste redevable, comme je vous l'ai dit, 130 682 295 francs à cette société. Le centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo-Dioulasso consomme par jour 15 à 17 obus d'oxygène médical. Et cette rupture a paralysé plusieurs services comme le bloc opératoire, la pédiatrie, la maternité, la cardiologie et le service d'urgence. Je ne peux pas vous chiffrer le nombre de décès survenus suite à cette pénurie, mais il est évident que, en tout cas, les dégâts, je peux vous raconter, il y a un militaire qui est venu hier ici pour comprendre. Je lui ai dit, voilà, je lui ai donné les différents courriers, l'entreprise défaillante, l'autre entreprise qui nous fait à la limite du chantage. Bon, vous voyez, vous comprenez, ce n'est pas notre faute. On ne produit pas, nous, l'oxygène. Si on pouvait produire, il est sûr que ça n'allait pas manquer. Et les moyens qu'on nous demande aussi pour l'avoir, on n'a pas ces moyens. Il ne nous restait que 2 malades sur 4 environ. Bon, il y a un vieux même qu'on a ventilé ici, à tour de rôle avec les accompagnants, qui malheureusement n'a pas pu tenir. Donc c'est avec l'arrivée d'oxygène qu'on a pu remettre les autres malades. Si on ne pouvait même plus prendre de malades. Dans l'espoir de trouver une solution à cette rupture, les autorités locales et centrales sont en négociation avec le fournisseur. Et depuis le 14, on est en tractation. Et toutes les autorités, même au niveau de la région, sont impliquées. Et on a eu une séance de travail avec le représentant local de cette entreprise sur place pour essayer de les convaincre d'accepter qu'on signe le contrat afin de commencer la fourniture de l'oxygène. Donc, hier, on a eu, heureusement, avec l'appui de la direction régionale de la santé, et les districts sanitaires ont pu nous apporter 40 obus
et les activités ont repris hier. Le directeur général du centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso espère qu'une solution définitive sera trouvée afin de résoudre une fois pour toutes ce problème d'oxygène médical. L'hebdomadaire Conseil des ministres a eu lieu hier à Samandéni. Les membres du gouvernement ont parlé, entre autres, de l'état de mise en œuvre du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni. Le Conseil a également examiné la situation des privés qui ont leurs chèques impayés au Trésor. Ernest Kambiri. Pour ce Conseil des ministres délocalisé dans le Grand Ouest du Burkina, c'est ici, à la cantine du chantier du programme intégré de développement de la vallée de Samandéni, un des projets les plus ambitieux pour la région et pour le pays actuellement en cours de réalisation, que l'exécutif burkinabé a choisi de se retrouver pour débattre des dossiers inscrits à son ordre du jour. Parmi ces dossiers figure en bonne place la situation de la mise en œuvre du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, PEDIS. Ce projet de réalisation du barrage hydroélectrique et agricole d'un coût global estimé à 41 milliards de francs CFA lancé en 2008 a connu des difficultés de mobilisation des ressources financières et ce n'est qu'entre 2010 et 2011 que les travaux de construction du barrage ont véritablement commencé pour répondre aux attentes et aux besoins des populations sur les plans agricoles, énergétiques et de mobilisation de la ressource eau. Avec aujourd'hui un taux de réalisation de 87% jugé très acceptable par les différents acteurs, le PEDIS, dont la fin effective des travaux et la réception officielle sont annoncés pour juin 2016, va donner à la région du Grand Ouest un nouveau souffle économique et au Burkina un autre pôle de croissance à l'image du Bagré Pôle. Un espoir pour tout le pays que le gouvernement de la transition est venu confirmer par la tenue de ce conseil des ministres délocalisés sur le site et des instructions ont été données au ministre en charge du dossier pour que les problèmes financiers soient résolus, ce qui va donner droit à l'ouverture de la deuxième phase du projet. Et donc le rapport a proposé, a fait des recommandations qui ont été acceptées, notamment prendre les dispositions pour que les problèmes financiers soient résolus, mais également pour que l'aménagement de 1500 hectares, qu'on puisse reporter ça dans la seconde phase et que le gouvernement nous donne l'autorisation de commencer à réfléchir à monter la deuxième phase donc, du PEDIS. Autre point ayant fait l'objet d'échanges à ce conseil des ministres délocalisés au titre du ministère de l'économie et des finances, l'approbation des résultats sur la passation d'un marché au niveau de la voirie de Bobo-Dioulasso d'un coût d'environ 2 milliards 200 millions de francs CFA et la situation des chèques impayés au trésor public estimé à plus de 26 milliards de francs CFA. On a constaté que depuis 2009, d'une situation de 6 milliards et demi d'impayés, on est arrivé jusqu'à 297% d'accroissement en 2014. Ça veut dire quoi? C'est essentiellement le secteur privé qui se plaît souvent à émettre des chèques sans provision au profit de l'administration publique. Et instruction a été donnée par le Conseil des ministres de publier le nom de l'ensemble de ces auteurs qui ont émis ces chèques sans provision. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a examiné et adopté 2 décrets portant institution et organisation des examens de fin d'études des écoles publiques et privées de formation de base des personnels paramédicaux et sages-femmes et érection de l'hôpital Blaise Compaoré en centre hospitalier universitaire CHU. Vous savez qu'en matière de ressources humaines, notre pays en a besoin et nous avons besoin de diriger cette structure-là pour que le caractère universitaire, le caractère lié à la formation des médecins, notamment spécialistes et des autres agents, puisse en tout cas être pris en compte au niveau de cet établissement. Pour ce qui est des personnels de santé, notamment les paramédicaux, vous n'irez pas aujourd'hui qu'en dehors de l'École nationale de santé publique. Nous avons près d'une trentaine d'écoles de formation privée, pour ce qui est des personnels privés. Il était de bon temps que pour crédibiliser et nous rassurer également que nous avons des personnels de santé de qualité qui sortent de ces formations, des écoles-là, que nous puissions véritablement harmoniser la question et surtout faire qu'il y ait un examen unique qui permet de mesurer véritablement la qualité et les compétences de ces personnels-là.
Autre fait important à signaler à ce Conseil des ministres de ce mercredi 18 février délocalisé à Saint-Mandéni, c'est la participation du contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Interpellé par les membres du gouvernement, Luc Marius Ibriga a fait au Conseil le point à mi-parcours des investigations de l'ASE. Il ressort des échanges que la remise du rapport provisoire est attendue pour le 24 février prochain. Présent à Bobo-Dioulasso pour ce Conseil des ministres délocalisé, le Premier ministre a visité la station de recherche en sciences de la santé installée dans la commune de Bama. Yacouba Isaac Zida et les membres de son gouvernement ont pu constater le travail que les chercheurs abattent chaque jour dans ce centre pour vaincre le paludisme au Burkina Faso. Moumouni Barou. Après quelques heures d'attente, c'est finalement aux environs de 20 heures que la population de Bama a accueilli le Premier ministre Yacouba Isaac Zida sur le site de la station de recherche en sciences de la santé de Bama. À l'intérieur de cette malariosphère, les expérimentations sont menées par les chercheurs essentiellement sur les moustiques dans le cadre de la lutte contre le paludisme, une maladie considérée comme la première pathologie au Burkina Faso. Nos chercheurs font un travail excellent. Vous avez entendu, la moustiquaire imprégnée n'est pas venue d'ailleurs. Elle est née ici à Bama. Et vous avez vu les variétés de culture, que ce soit le riz, que ce soit le coton, que ce soit le maïs. Alors ils ont pu mettre au point des variétés qui nous permettent d'aller de l'avant au niveau de notre agriculture. Parce que notre pays, en tout cas, je pense que nous sommes obligés de poursuivre dans le domaine de l'agriculture si nous voulons être autosuffisants sur le plan alimentaire et aussi pouvoir nous développer. Donc nous sommes venus toucher du doigt, les encourager, les féliciter pour ce qu'ils font et les dire aussi que nous sommes sensibles à leurs préoccupations que nous allons prendre en compte. Cette visite du premier responsable du gouvernement sur ce site n'est pas passée inaperçue dans le milieu des chercheurs. Ils ont tenu à exprimer leur profonde satisfaction aux visiteurs du jour. C'est un sentiment en tout cas de fierté parce que cela nous booste, nous donne plus de dynamisme, nous donne plus d'espoir parce que comme vous savez la recherche c'est quelque chose de très important pour le développement et nous voulons sentir que nos autorités sont vraiment en phase avec cela et qu'ils sont prêts à nous accompagner. Et cette visite aujourd'hui nous donne cet espoir-là et nous pensons que cela va en tout cas permettre à la recherche de poser les bases réelles du développement dans tous les domaines donc, de notre économie. Également dans le cadre de la recherche agronomique, les expérimentations sont menées par l'INERA et les résultats ont fait l'objet d'une exposition au cours de cette visite. Il suffit donc un accompagnement du gouvernement, mais également une sensibilisation des producteurs à s'imprégner de cette trouvaille en vue de garantir la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Allons maintenant à Komsilga, le barrage de Wopzougou qui est en construction dans un de ses villages rattachés connaissait des difficultés d'achèvement. Les autorités de la région du centre dont dépend Komsilga s'y sont rendues et les échanges avec l'entrepreneur ont permis de trouver un compromis qui va permettre d'achever les travaux dans 2 mois. Maxime Zongo. Débuté le 6 décembre 2013, les travaux de construction du barrage de Wopzougou, commune rurale de Komki-Ipala, région du centre, étaient censés prendre fin en juin 2014, soit un délai contractuel de 6 mois. 8 mois après ce délai, le chantier est à un taux d'exécution de 75% et plus inquiétant encore, les travaux sont pratiquement aux arrêts. Il n'y a pas de moyens matériels et humains. L'entreprise n'a pas mis les moyens nécessaires. Ce qu'il avait proposé dans son offre, ce n'est pas ça qu'elle a mis sur le chantier. Ce qui fait que le chantier a traîné jusqu'à ce jour. Ce qui était prévu sur le papier et ce que nous avons fait sur le terrain est complètement différent. Alors, nous avons eu une charge de travail importante qui fait presque 50% d'une partie du travail. Nous avons fait à peu près 80% de plus. Bon, mais comme l'administration dit et comme les textes disent que c'est de l'argent qu'on paiera sous forme d'avenant, c'est-à-dire après que tu aies fini les travaux, cette charge financière et cette charge de temps n'a pas été comptabilisée et ça nous a pénalisés. Après concertation avec l'ensemble des acteurs, un compromis a été trouvé
et les travaux vont reprendre immédiatement, assortis d'un délai de livraison de 2 mois. Je suis venu accompagné par mes services techniques et par les acteurs de développement pour voir réellement ce qui se passe afin de donner des orientations pour que le chantier reprenne et qu'il soit achevé à de bonnes dates. Et en discutant avec l'entreprise, le groupement d'entreprises, elles sont au nombre de 2, ils nous ont promis que d'ici le 17 avril 2015, ce chantier sera achevé. Le barrage de Wopzougu, qui est très attendu par la population riveraine, est l'un des projets porteurs de la localité. Sa capacité est estimée à 600 000 m3 d'eau. Coût de réalisation, 402 millions de francs CFA environ. L'Union pour le progrès et le changement a entrepris de se rapprocher de ses militants de la province du Kénédougou. Son président s'est rendu dans des localités comme Niampédougou, Mahon, Kangala et Sarkandjala. Le message de Zéphirin Diabré, c'est de rester mobilisé pour les prochaines échéances électorales. Kadou Romenki. Être patriote et faire office de foi des valeurs d'intégrité, c'est le résumé des propos du chef de village de Niampédougou à la délégation de l'Union pour le progrès et le changement UPC. C'est grosso modo la substance du message qui se dégagera lors de cette tournée dans les 3 autres villages. Au-delà de prôner les valeurs intrinsèques humaines, les populations ont émis d'autres préoccupations beaucoup plus concrètes. Des préoccupations qui seront dans le viseur du gouvernement UPC si victoire revient au parti le soir de la présidentielle d'octobre prochain. L'occasion a été donnée pour moi d'entendre un certain nombre de problèmes auxquels les gens tiennent à cœur, dont par exemple la question des produits de base qu'ils produisent ici et dont ils ont des problèmes d'écoulement, des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes d'éducation des enfants, des problèmes de sécurité. Tout cela, là, ce sont des aspects que nous allons bien entendu prendre en compte dans le programme que nous allons présenter à l'attention du peuple burkinabé. Et c'est toute l'importance de cette tournée. Toucher du doigt les réalités des populations dans les villages reculés. Un honneur aussi bien pour le premier responsable de l'UPC que pour les populations. On a abattu beaucoup de travail déjà, mais il reste que beaucoup de gens encore rêvaient de rencontrer le premier responsable. Je m'attendais à ce genre de mobilisation. On est habitué à ça, parce que le public commence à aimer le parti. Pour une prise de contact, il faut dire que l'accueil était plutôt chaleureux dans la province du Kénédougou. Laquelle province s'en est sortie avec la mairie de Orodara lors des élections couplées législatives et municipales de 2012. Année à laquelle le parti était classé 2e sur le plan national avec 19 députés et 30 mairies. Aux États-Unis d'Amérique, on célèbre le mois national de l'histoire afro-américaine. Les élèves et étudiants de certains établissements de Ouagadougou ont décidé de participer à leur manière à cette commémoration. Ils ont conçu et présenté des sketchs sur la vie et l'œuvre de Martin Luther King. L'ambassadeur des États-Unis qui était présent à ce show a remis des attestations aux participants. Moumouni Soubega. 7 groupes issus des établissements secondaires et supérieurs de la ville de Ouagadougou ont partagé les fruits de leur imagination à cette soirée Martin Luther King Jr. Talent Show. Les prestations ont tourné autour des œuvres des grandes figures noires américaines qui se sont battues pour le droit civique des Afro-Américains comme Martin Luther King. Nous avons fait un discours écrit par Seydou Alexis Sankara, qui retrace un peu l'histoire de Martin Luther King, et on a un peu parlé aussi de notre pays, de la situation de notre pays. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, la jeunesse burkinabé doit aussi se tenir debout pour construire le Burkina et écrire sa propre histoire à l'image de Martin Luther King. Et c'est en cela que Dr Mouchingi félicite l'ensemble des différents groupes pour la qualité de leurs prestations. J'étais franchement bien ravi et très content de voir comment ils ont interprété ce thème qui n'est pas si facile que ça et qui est, bien que ça date depuis longtemps, mais qui est encore pertinent partout au monde, même ici au Burkina Faso. Au Burkina, plusieurs activités sont au menu de l'agenda de l'ambassade. Chaque année, le mois de février, c'est le mois des Afro-Américains.
et chaque ambassade, le monde entier, faire un programme pour donner l'éducation d'importance et l'histoire des Afro-Américains dans l'histoire des États-Unis. Nous avons aussi accueillir des établissements à notre bibliothèque, l'American Library, dans l'ambassade. Martin Luther King Jr. Talent Show est organisé dans le cadre de la célébration du mois national de l'histoire afro-américaine 2015. À travers ces mois, les États-Unis entendent ainsi rendre hommage aux ténors des mouvements des droits civiques. La Fondation Rama pense à la réinsertion socio-économique des femmes victimes de fistules obstétricales qu'elle a soignées. La Fondation a ainsi offert à 20 d'entre elles des métiers à tisser et du savon. Claudine Bikaba. Hier, humiliés, rejetés par leur famille et leur mari, désespérés de la vie, aujourd'hui, elles y ont retrouvé goût. Et c'est là grâce à la Fondation Rama et ses partenaires, dont le Canada, à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Un projet de la dite fondation financé à 11 500 000 francs CFA qui aura permis de prendre en charge sur le plan sanitaire et social ces femmes atteintes de fistules obstétricales. Toutes ces femmes qui ont entendu que la Fondation Rama peut les aider à retrouver la santé, elles ont plié bagage et elles sont là présentement. Donc, vraiment, c'est un problème que nous avons, mais c'est une satisfaction parce que nous avons pu faire sortir ces femmes-là de leur case. Quand les filles sont trop jeunes pour avoir les enfants, trop jeunes pour avoir des rapports sexuels, elles souffrent des conséquences. Une des conséquences, c'est des fistules. Et donc, nous avons choisi cette année d'appuyer la Fondation Rama parce que justement, la Fondation travaille à aider les filles et les jeunes femmes qui sont victimes de ces fistules à se remettre. Elles reçoivent ici des kits de production de savon et de tissage pour leur permettre de se réinsérer socialement. Nous avons la prévention. D'abord, ça c'est éviter les mariages précoces, la scolarisation des jeunes filles, et les soins obstétricaux et néonatales d'urgence. Et aussi, dans le deuxième volet, c'est la prise en charge chirurgicale qui consiste à faire la réparation des séquelles des fistules. Et le troisième volet, c'est la réinsertion sociale. Un engagement a été pris par l'ambassadeur du Canada de continuer à soutenir la Fondation. Il a aussi interpellé les leaders coutumiers, religieux et les autorités locales à mener la même lutte pour redonner à la femme toute sa dignité au Burkina Faso. Les journaux de ce jour consacrent une partie de leur colonne à la visite du président du Faso à Samandéni. Le quotidien Le Pays offre à ses lecteurs une grande interview de Frédéric Guirma, son excellence comme on aime l'appeler, qui n'apprécie pas trop l'actuelle génération d'hommes politiques au Burkina Faso. Mais dans l'ensemble, les journaux du jour ont parlé du résultat du sondage de leur confrère Bendré sur les résultats de la prochaine présidentielle. La revue de presse est signée Jacques Lamissa Tarpaga. Zéphirin Diabré, vainqueur du premier tour de la présidentielle d'octobre 2015, l'observateur Palga en fait sa une ce jeudi. Il s'agit d'un sondage mené par le journal Bendré en collaboration avec un statisticien économiste. L'Obs fait un compte-rendu des résultats qui concernent aussi la popularité des autorités de la transition, la place de l'armée et même le salaire de certaines autorités. Sidouaya, quant à lui, commence par se demander si le président de l'UPC sera le vainqueur de la présidentielle du 11 octobre. Le quotidien d'État nous apprend qu'un autre sondage sera publié dans le mois de mai prochain. Le quotidien en fait aussi son chou gras, alors que Zéphirin Diabré est crédité de 26% des intentions de vote contre 21% pour Okma Christian Kaboré du MPP. Le journal rapporte que 66% des enquêtés souhaitent la dissolution du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Le quotidien Aujourd'hui au Faso renchérit simplement Zéphirin Diabré en tête, avec tout de même une précision. Les enquêtés recommandent la baisse du prix du carburant, des loyers et une hausse du salaire. Pendant ce temps, le président du Faso et tout le gouvernement sont à Bobo-Dioulasso. En plus du traditionnel conseil des ministres qui s'est tenu, le président y était en contrôleur de chantier du barrage de Samandéni, rapporte Sidouaya.
Le projet connaît un retard et Michel Kafando affirme que le gouvernement trouvera les moyens pour continuer le travail. Le barrage de Samandeni a un coût de 200 milliards de francs CFA, écrit l'observateur Palga. Le pays, lui, précise à ce sujet que c'est la première fois que les Bobolais rencontrent le président depuis sa prise de pouvoir. Restons dans le quotidien Le Pays qui est allé à la rencontre de Frédéric Guirma. De nombreux Burkinabés se rappellent le candidat qui voulait mettre en ballottage Blaise Compaoré à la présidentielle de 2005. En exil depuis cette date, il se prononce dans une grande interview sur l'insurrection populaire d'octobre dernier, la conduite de la transition et la vie politique nationale. Pour Frédéric Guirma, la classe politique burkinabé est un effroyable panier à crabes. Je rappelle pour vous cette information qui nous vient des équipes de la RTB2 à Fadangourma. Dans la nuit d'hier, un présumé fraudeur a été abattu à Natchabouani, une localité située à 45 km de Fada, sur l'axe Fada-Pama, frontière du Bénin. Interpellé par les services de douane, l'homme aurait refusé d'obtempérer et dans la course-poursuite qui s'en est suivie, il aurait reçu une balle et en est décédé. En réaction à ce drame, les populations ont d'abord bloqué la route de Pama, empêchant ainsi tout véhicule de circuler. Et aujourd'hui, ils sont descendus par centaines de Natchabouani à Fada au fin de s'attaquer aux services de douane, des services dont les sites ont été sécurisés par la police et la gendarmerie. Les autorités auraient fait appel à l'armée en renfort. Et à l'heure où je vous parle, la situation serait sous contrôle. Une boutique a néanmoins été incendiée et les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour ramener le calme à Fadangourma. Nous reviendrons plus en détail sur ces événements dans nos prochaines éditions. C'est tout pour cette mi-journée. Ne décrochez pas, je vous retrouve dans quelques instants avec Marguerite Douagneau pour le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. À tout de suite donc.